Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Si Jacques Offenbach était parmi nous aujourd'hui, il aurait adapté à votre parcours un couplet de la vie parisienne. Je serais votre guide dans la ville splendide. Il aurait parlé de ville au pluriel pour l'auteur et l'éditeur singulier que vous n'avez jamais cessé d'être. Bonjour Philippe de Hagen. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là en face de vous, c'est la deuxième fois. Oui, et vous étiez venu tout au début des Clés d'une vie, il y a très longtemps, il y a 8 ans, et aujourd'hui vous êtes mon 1472e invité, et vous étiez à peu près le 60e à l'époque. Ah oui. Et on a passé depuis le cap du million d'abonnés sur la chaîne YouTube, ce qui est quand même bien, pas... bravo. Voilà. Alors donc aujourd'hui vous êtes là parce que demain vous faites vos débuts au cinéma. On va en parler. Il y a aussi un guide du routard, un de plus, 1000 expériences autour du monde. Et puis votre parcours à travers des dates clés, vous connaissez le principe. Et j'ai trouvé des dates un peu différentes de la première fois pour qu'on ait autre chose à se raconter. D'abord, la première date, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre vie. Le 15 octobre 1970 paraît le premier numéro du journal Actuel. Et c'est vrai que le journal Actuel est lié à vos débuts, Philippe de Hagen. Absolument, j'étais étudiant dans une école de commerce, je suis fils d'instituteur, donc j'ai été entouré de beaucoup d'amour, mais pas d'argent. Et donc, je voulais faire votre métier, Jacques. Je voulais être journaliste, je voulais être envoyé au bout du monde. Quel beau métier d'être payé pour voyager, pour se cultiver. Et... au début, je voulais surtout être grand reporter. Donc, j'avais contacté Actuel pour qu'il m'envoie en voyage. Ce qu'il a fait, ça a bien fonctionné assez rapidement. Et ils m'ont envoyé ma grande expérience. Et la première, c'était l'Inde, la route des Indes. Et donc, Jean-François Bizot, fondateur, héritier de Ron Poulenc, on l'oublie, m'envoie 2 mois et demi en Inde et m'a publié pour la première fois 6 pages, donc la totalité du reportage dans Actuel. Ce reportage qui était une sorte d'émanation du guide du routard, qui donnait plein de petits tuyaux, comment voyager pas cher, le guide de la débrouille, et provoque beaucoup de courriers de lecteurs à tel point que Jean-François Bizot me propose de sortir un livre et de me présenter des éditeurs. Je lui présente 6 mois après un manuscrit. Il tient parole, il me présente des éditeurs, à part que le routard n'intéressait strictement personne. Et vous le savez peut-être, mon cher Jacques, c'est que le guide du routard a été refusé par 18 maisons d'édition. Oui, qui s'en mordent les doigts aujourd'hui. Alors il faut savoir que s'il vous a accordé ce reportage aux Indes, c'est que vous étiez le moins cher au départ, Philippe de Hagen. Voilà, c'est-à-dire que moi, pour être grand reporter, bien entendu, au début, quand on est naïf comme moi et jeune, on va voir Paris Match. Oui. Et Paris Match, il y avait deux hôtesses à l'entrée. J'ai jamais pu réussir à franchir la barrière de ces charmantes hôtesses. Et j'ai compris en fait que Paris Match ne travaillait qu'avec des vedettes. Donc c'était Philippe Labro, c'était Jean Lacouture, des grands noms de l'édition et de la presse. Et moi qui n'étais rien, eh bien je me suis dit, j'ai compris. Je vais prendre des petits journaux qui n'ont pas les moyens de se payer des grands noms. Et comme je suis le moins cher des reporters, puisque je voyage en autostop, auberge de jeunesse et je mange pas 3 fois par jour, les petits journaux vont me prendre. Ce qui était le cas, puisque j'ai même été pris dans un 2e magazine qui était plus prestigieux à l'époque, c'était Pilote. Exactement. Vous avez de la mémoire, vous êtes bien documenté. Et vous apportiez, je crois, les cafés à Uderzo et à Goscinny. Voilà, donc moi je me suis retrouvé gamin de banlieue avec le nec plus ultra de la BD en France, vous avez raison, Goscinny, rédacteur en chef, Uderzo, directeur de rédaction. Et il y avait Bretéché, Mandrika, Gottlieb, tous les grands noms de la BD. Moi, j'avais une toute petite rubrique gastronomique. Comme tu veux, tu choisis, mais surtout, j'allais chercher le café le mardi. Mais quel bonheur d'être
en comité de rédaction tous les mardis, voir ces personnalités qui m'impressionnaient énormément. Oui, et Georges Dargaud d'ailleurs avait fait un beau cadeau à René Goscinny. Il avait décoré son bureau en forme de bateau, de cabine de bateau, car il savait que Goscinny adorait les croisières. Ah, c'est génial. Et c'était le bonheur de Goscinny de travailler là-dedans. Alors c'est vrai que vous aviez aussi une spécialité. Je crois que le premier reportage, vous avez fait, Philippe Gohagen, la porte de Charenton, Sri Lanka en stop. Oui, C'est c'est très vrai. Et pour les 50 ans du Routard, il y a 2 ans, TF1 m'a conduit porte de Charenton. J'avais complètement oublié cette anecdote et on a retrouvé exactement l'endroit où j'ai démarré mon premier kilomètre en stop et où j'ai démarré le guide du Routard. Alors il se trouve que si j'en reviens au point de départ, vous avez grandi à Meudon. Oui. Meudon, où votre père d'ailleurs a dirigé le collège Saint-Edmond. Absolument. Qui est Oui. un collège où il y a 288 élèves aujourd'hui. Et curieusement, depuis quelques années, ils font des séjours linguistiques en Bretagne, des classes découvertes. Et c'est le premier réseau breton de séjours éducatifs et sportifs. Ah bah vous m'apprenez quelque chose, j'en savais rien et je savais même pas qu'ils avaient gardé ce lien, cette consanguinité bretonne. Ouais, alors la Bretagne, c'est la famille et c'est Douarnenez pour vous dans votre Oui, souvenir. c'est Douarnenez. J'avais une tante adorée, tante Thérèse, qui était ouvrière à la criée de Douarnenez. Et je logeais chez elle. Elle était gardienne d'un château, le château du docteur Philippe, celui qui a inventé la thalassothérapie. Et c'était une période d'opulence pour les médecins, c'est moins le cas aujourd'hui. Et j'étais persuadé d'ailleurs que ce château appartenait à la famille, mais comme il y avait beaucoup d'enfants, moi je logeais chez la gardienne. J'ai mis du temps à comprendre que non, je n'étais que le neveu de la gardienne. Et j'ai trouvé une chanson qui raconte et qui a marqué l'histoire de Douarnenez. Écoutez claquer leurs sabots, écoutez gronder leur colère. Je ne sais pas si vous connaissez la chanson des Sardinières. Qui est une Alors, je connais d'autant plus cette chanson que les pennes sardines en breton ont été la dernière manifestation monstrueuse et terriblement terrible à vivre des femmes qui ont fait grève en 26-27, parce que je vais vous apprendre peut-être quelque chose. C'était la dernière famine qu'on a eue en France. Exactement. Il y a eu un réchauffement de la mer. Les sardines qui nageaient à moins 15 mètres ont cherché le frais en plongeant dans la baie de Douarnenez. Il n'y avait plus de poissons. Et donc les papas étaient en mer pour la langouste en Mauritanie, et c'était les mamans qui étaient soit ouvrières dans les usines de sardines ou pêchaient la sardine dans la baie de Douarnenez, ont fait des grèves qui ont été d'une violence absolument extrême. La gendarmerie à cheval a chargé les femmes et les enfants, c'était donc une horreur totale. Et il y a eu une aberration à cette époque, c'est que la Bretagne, qui est de grande tradition catholique, eh bien, est devenue communiste, puisque les seuls qui ont véritablement aidé pour survivre, aider, c'était de donner à bouffer aux ouvrières, aux enfants, c'était la CGT. Et tout Douarnenez a basculé, mais pendant 40 ans, dans le communisme, qui était une zone catholique. C'était une aberration politique, mais qui a existé longtemps. Alors, il se trouve que le goût des voyages, Philippe Gohagen, sont vos parents qui vous l'ont donné. Et je crois que l'un des premiers voyages, c'est Barcelone, pour des raisons très particulières. Oui, on était en vacances à Argelès-sur-Mer et tous ces déplacements se faisaient en voiture, bien entendu, en Citroën. Et mon père, qui voulait nous inculquer cette culture de l'étranger, et il y avait aussi une notion de réconciliation des races. Il avait énormément souffert pendant la guerre, il a été en camp,
Et il voulait que les enfants connaissent les populations étrangères, donc il fallait voyager, les connaître, parce que quand on connaît un peuple étranger, on ne peut pas lui faire la guerre. C'était sa grande thèse, à juste titre. Et donc nous sommes allés en Espagne, à Barcelone, donc c'était l'aventure totale. On parlait aucune langue, on mangeait n'importe quoi dans les restaurants puisqu'on comprenait pas les cartes. C'était, ça m'a frappé, cette aventure extraordinaire. Et pourtant, on n'était qu'à Barcelone. On est revenu en achetant 2 bouteilles de Malaga. C'était un peu comme si on était des narcotrafiquants. Pour mes parents, ils tremblaient. Et évidemment, les douaniers ont ouvert le coffre. Ils ont vu les bouteilles de Malaga en disant, tiens, allez, ça y est, je vais passer la fin de ma vie à la santé, pensait mon père. Ils ont fermé le coffre et ils ont dit... hasta luego, amigos. Voilà, exactement. Et ça a été votre premier voyage avant beaucoup d'autres. Et on va continuer à parler de tout cela avec une autre date, le 26 avril 1973. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Glohagen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Philippe Glohagen. Nous parlerons tout à l'heure de vos débuts au cinéma et de quelques autres guides. On en revient à une date importante de votre vie. J'ai trouvé un article du 26 avril 73. C'est Laurence Bonnet dans le Figaro qui a C'est écrit... incroyable que vous parliez de Laurence. Parce qu'elle a eu le livre en avant-première et elle a dit « mais c'est génial ». Ouais. Je me souviens très bien, c'est vraiment un article fondateur. Laurence existe toujours. Et j'ai été très surpris que ce guide du routard qui s'adressait aux adolescents, aux jeunes un peu désargentés, soit repéré par la grande papesse du voyage et du tourisme dans un journal si prestigieux qu'est le Figaro. Et résultat, ils ont fait toute une page sur ce guide du routard, à tel point que Anne-Marie Pesson sur RTL a lu l'article à l'antenne, tellement elle a été subjuguée par ce guide, alors qu'elle ne l'avait pas eu entre les mains. Parce qu'elle avait écrit, Laurence Bonnet, il m'en a appris bien plus que tous les récits de voyage que j'ai jamais eu entre les mains. Ouais, c'est gentil. Je sais pas si c'était vrai, mais en tout cas, elle l'a écrit et je la remercie encore. Alors, il faut savoir donc que vous avez eu 18 refus, je crois, et le 19e, ça a été bon, mais ça n'a pas été réglé parce que vous avez eu quelques soucis avec l'éditeur. D'ailleurs, au départ, ça ne devait même pas s'appeler le guide du routard. Oui, ça s'appelait le guide Ganesh, qui était le dieu de la débrouille chez les hindous. Mais bon, Ganesh, il y a quand même peu de gens qui connaissaient le nom. Et on a adopté plutôt guide du routard. Et je crois que le nom venait de Jean-François Bizot. C'est lui qui vous appelait le routard. Voilà. Écoutez, vraiment, vous pourriez être à ma place parce que vous connaissez toute l'histoire, c'est vrai. Il se souvenait jamais de mon nom. Et donc, il m'appelait le routard. Et quand j'ai dû trouver un nouveau nom pour cette collection, j'ai pensé au guide du routard. Donc, vous trouvez un premier éditeur, mais malheureusement, le destin s'en mêle. Il était âgé, il était sourd, il s'est fait écraser malheureusement par un autobus et très vite, la maison a fait faillite. Et dans ce malheur-là, ça a été une chance parce qu'il y a eu énormément d'articles de presse qui sont sortis à la suite d'ailleurs du papier de Laurence Bonnet. France Inter, par exemple, j'ai été invité à toutes les émissions de France Inter, alors que je n'avais pas d'attaché de presse. Je ne connaissais personne. De Pierre Bouteiller jusqu'à José Arthur, j'ai été invité partout. Je me souviens même dans l'émission de Philippe Bouvard où je travaillais, vous étiez venu parler du guide du routard. Absolument. Première année, 73, Bouvard et Jacques Pessis m'avaient repéré. Et donc, c'était la grande époque RTL sur cette émission prestigieuse. Et donc, il y a eu une grande notoriété soudaine de ce guide qui était assez peu diffusé, puisqu'il n'y avait que 60 librairies qui le diffusaient. Et ça a été une chance parce que les libraires ne disaient pas qu'ils ne l'avaient jamais eu, ils disaient que c'était épuisé. Voilà. Alors là, ça a été une bombe. Il y a des gens qui faisaient tout pareil pour chercher ce guide. Et donc, ça a attiré des éditeurs
qui m'avait refusé quelques mois auparavant. Et j'avais Robert Laffont, j'avais Albin Michel, j'ai eu Flammarion et Hachette. Pourquoi j'ai pris et signé Hachette, j'y suis toujours, parce que Hachette, dans la négociation, me dit, si vous signez avec nous, on vous offre toute la cartographie des guides bleus. Et donc, j'avais accès à tous les plans du monde entier, Shanghai, Buenos Aires et tout, gratuitement. Et j'ai toujours cette autorisation de sortir des plans de ville dans mes guides sans les payer, ce qui permettait de faire les guides de voyage les moins chers du marché. Au début, je vais vous avouer, Jacques, on n'était pas forcément les meilleurs. On était d'abord les moins chers. Ouais, exactement. Alors, il se trouve en plus le goût des voyages, ça vous était venu dès l'enfance, parce que je crois que dès le bac passé, vous êtes parti en Angleterre et que vous avez fait de l'Angleterre en autostop, ce qui n'était pas prévu par vos parents. Oui, alors en fait, j'avais été une fois en Angleterre dans une famille anglaise et c'était vraiment abusif. C'était scandaleux, d'abord parce qu'il y avait 2 Français dans la même famille, donc on parlait jamais anglais. Et quand j'ai eu mon bac à 16 ans, mon père avait confiance en moi et je m'apprêtais à rentrer en prépa et je lui avais dit, papa, ces familles anglaises, c'est bidon. Donne-moi pour mon bac 1000 francs, je crois, et je vais parcourir l'Angleterre en autostop avec un copain ultra costaud qui parlait pas anglais, mais qui était mon garde du corps. Et en retour de ce périple, je te promets, je parlerai anglais. Et c'était vrai. D'autant plus que le fait de voyager en contactant des gens très différents, bien entendu, on est obligé de baragouiner. Eh bien, je baragouinais au début. Eh bien, un mois après, je parlais anglais. Oui, et d'ailleurs, vous avez passé votre première nuit, je crois, à l'Armée du Salut, au milieu de prostituées, d'alcooliques. Enfin, c'était délirant. C'est incroyable. Encore une fois, c'était à Portsmouth. J'arrive tard le soir. On s'apprêtait à dormir avec mon copain Jean-Pierre sur un banc public. Les flics sont arrivés, les ennuis commencent. Et pas du tout. Ils nous disent, c'est pas très sécure ici. Venez avec nous. Et ils nous ont mis dans une cellule. Ils ont viré les prostituées. Et on s'est retrouvés tous les deux dans cette cellule avec le petit déjeuner le matin, tea party le matin avec les flics. C'était le début de la grande aventure. Et puis je crois que c'est au cours de ce voyage, Philippe Luhagen, que vous avez repéré un guide américain, Europe on $5 a day. Voilà. Alors, c'est assez fondateur. C'est qu'il y avait ce guide qui était le guide le plus célèbre aux États-Unis, ce qu'on appelle un budget guide. C'est-à-dire un guide qui ne parle pas que de culture, mais qui parle du budget. Combien ça coûte? Ça n'existait pas en France. Il y avait les guides bleus, il y avait des guides culturels très célèbres, mais voilà l'idée que j'ai trouvée formidable pour voyager en faisant des économies. Il suffit de mettre les prix. Et donc, voilà comment est né le guide du routard avec une adaptation évidemment à la française. Exactement, et vous avez essayé de vous installer tout seul, pas de rien dans un groupe, d'avoir vos propres bureaux où vous êtes toujours. Oui, alors les bureaux ont déménagé, on s'est un peu agrandi comme vous, Sud Radio, mais j'ai souhaité être indépendant pour avoir la liberté d'écrire. Et quand j'ai signé avec Hachette, ils ont compris que cette indépendance était formidable pour la qualité du texte et la liberté d'écrire, et je n'ai jamais eu d'ennui avec cette liberté. En tout cas, Hachette a bien compris que c'était le secret du succès du guide du routard. Et parmi les voyages que vous avez effectués, il y a une route mythique qu'on peut évoquer par une chanson. En route 66, it winds
Route 66 par Nat King Cole, qui est une chanson écrite en 1946 par un certain Bobby Troup. Et c'est la route mythique qu'ont emprunté les pauvres ruinés par la crise de 29 pour essayer d'aller faire fortune en Californie. Et cette chanson vous a marqué? Oui. Alors cette route 66 est une route absolument marquante dans la culture américaine. Elle partait de Chicago et il y a un panneau toujours et elle arrivait en Californie à Santa Monica et c'était là où les ouvriers de Détroit, ce qu'on appelle la Rust Belt, la ceinture de la rouille, puisque les entreprises étaient fermées à cause de la crise de 29, eh bien, ces gens partaient sur cette route vers l'ouest, vers l'avenir, vers un soi-disant bonheur. Et je vais vous apprendre que c'est sur cette route qu'on a inventé l'autostop. Il n'avait plus de voiture, on mettait le pouce en l'air, et l'autostop, hitchhiking en américain, est né sur la route 66. C'est fou, hein? Et de Johnny Hallyday évoquait avec passion cette route 66 qu'il avait fait plusieurs fois à moto avec ses copains. Et c'est vrai que cette route 66, c'est une chanson qui a aussi d'autres interprètes et on va l'évoquer à travers une autre date, le 5 mai 2020. À tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Glohagen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Glohagen, le guide du routard qui a 52 ans aujourd'hui, un nouveau guide d'ailleurs 1000 expériences autour du monde qu'on va évoquer tout à l'heure. Vos débuts au cinéma aussi demain, on va en parler. Mais j'en reviens alors à une date qui ne vous concerne pas directement. Le 5 mai 2020, il y a à la télévision américaine des images exclusives qui sont liées à quelqu'un qui a une autre version de la chanson que nous avons écoutée. Voici quelques instants. Route 66 par les Rolling Stones et je crois que c'est votre version préférée. C'est ma version préférée, d'autant plus que j'ai eu une chance dans ma vie, c'est que j'ai rencontré Mick Jagger. Mais oui. Vous le saviez? Oui, oui. Je crois que vous l'avez rencontré un peu par hasard dans un restaurant. Oui, à Tours. J'avais lancé un concours gastronomique pour les jeunes qui n'étaient pas encore étoilés Michelin. Et ça avait beaucoup de succès. Et j'avais fait un déjeuner pour les journalistes en triumvirat. Une entrée faite par un juif, le plat principal fait par un palestinien et le dessert fait par un tailleur de pierre bien français. C'était à Tours. J'avais trouvé ces gens qui ont travaillé ensemble, c'était absolument fabuleux, c'était une réconciliation des peuples. J'étais ravi de cette idée, à tel point que j'ai souhaité amener ma femme l'été suivant pour aller goûter ces plats qui étaient extraordinaires. Ils sont tous devenus étoilés Michelin. Et le restaurant, malheureusement, du Palestinien était fermé. On est allé dans un restaurant indiqué dans le guide du routard. Et à côté de nous s'installe un grand type avec une casquette américaine, un enfant. Et j'étais étonné, il avait une sorte de garde du corps. Et j'ai pas mis longtemps à comprendre que c'était Mick Jagger, qui était venu en voisin. Oui. Parce que vous le savez, Mick Jagger, depuis 25 ans, a un château près d'Amboise qui s'appelle le château de Fourchette. Et il adore vivre en France parce qu'on ne l'emmerde pas, alors qu'en Angleterre, c'est impossible pour lui de sortir dans la rue. Et ce château de Fourchette, on en parle dans le guide du routard Val-de-Loire. Oui. Il faut savoir d'ailleurs que ce château de la Fourchette, il l'a acheté parce que enfant avec ses parents qui venaient en vacances en France, il faisait du pique-nique juste en face de ce château en rêvant de l'acheter. Ouais. Pique-nique et camping. C'était des campeurs. Et il a voulu y retourner, il a racheté ce château. Le soir, je dînais chez Gonzague de Saint-Brice à Amboise. Je lui parle de Mick Jagger, très fier, un peu
un peu frimeur. Il me dit, mais attends, Mick Jagger, on le voit tous les week-ends, tu vas pas nous emmerder. Et donc, c'est là où vous allez intervenir, le rencontrer et lui donner un guide du routard. Je lui donne le guide du routard qui parle du château de Fourchette. Il parle un français absolument impeccable, avec un petit accent. Et il me dit, mais c'est merveilleux, c'est ma légion d'honneur. Voilà ma rencontre avec Mick Jagger. Et il se trouve que je vous ai parlé de la date du 5 mai 2020 parce que ce jour-là, à la télévision américaine, dans un show qui s'appelait Jimmy Fallon, il a montré pour la première et dernière fois des images de ce château. On l'a vu en train de couper des légumes dans sa cuisine, de lire la Nouvelle République, de bêcher son potager, parce qu'il interdisait ce château à tout le monde, aux visiteurs qui venaient à la porte. Et là, il a voulu le montrer pour la première fois. On l'a même vu habillé en berger conduire ses brebis à travers la prairie. C'est extraordinaire. Je vais vous raconter une anecdote que m'a raconté Gonzague Saint-Brie. Il va au bistrot du village pour acheter des cigarettes et il voit un petit groupe de jeunes français en train de régler une batterie parce qu'il y avait 14 juillet le soir dans le bistrot. Et il n'y arrive pas. Mick Jagger se rapproche en disant bah, « Écoutez, je vais essayer, moi. » Il commence à tripoter tous les fils. Ça ne marche pas. Et il dit « Je pense qu'il y a un problème au niveau de la batterie. Je vais réfléchir. » Et le lendemain matin, à 9h, une camionnette arrive avec une batterie neuve pour les gamins, cadeau de Mick Jagger. Voilà la classe de Mick. Alors, il se trouve que cette émission à la télévision américaine, il l'a faite pendant le confinement. Et c'est vrai que le confinement, ça a dû être un problème pour tout le monde, y compris pour vous, Philippe Glohagen. Bien entendu, moins 85% des ventes. Ça m'a permis de créer un magazine, le magazine du routard, pour faire travailler toutes mes équipes. Et donc, on s'en est assez vite sorti, heureusement. Le confinement s'est ouvert en 2 fois. On a eu l'autorisation de voyager au bout de quelques mois en France. Donc, on a refait nos éditions des Guides du routard France. Et puis, l'année suivante, on a redémarré nos voyages habituels. Et alors, il y a eu un autre problème, c'est en 83, je crois, le contrôle d'échange qui interdisait de partir à l'étranger avec plus de 5 000 francs de l'époque en poche. Ça aussi, c'était un problème pour vous. Ça a été terrible. Deuxième gouvernement Fabius. 83, il y avait l'exode des capitaux. Donc, tout est bloqué. Et c'est à ce moment-là que je dis à Hachette, eh bien, puisqu'on ne peut plus partir à l'étranger, on va démarrer nos guides sur la France. On n'avait pas de guide sur la France à l'époque. Le guide du routard s'adressait aux voyages un petit peu lointains et exotiques. Et en définitive, les premiers guides sortent, c'est des succès absolus. Et on vend plus de guides sur la France que bien des guides sur l'étranger. Et quand on cherche à comprendre le succès du guide du routard, c'est que je crois aussi que vous êtes arrivé au bon moment où les voyages se développaient, Philippe Glohagen. Le guide du routard, vous avez raison, n'a pas inventé grand-chose. Il est juste arrivé au bon moment. Les premiers charters en France sont arrivés en 67. Donc, ça donnait vraiment une accessibilité aux voyageurs de partir à l'étranger pour pas cher. N'oubliez pas qu'avant cette époque, partir sur Air France à New York, c'était le prix d'une voiture neuve. C'était réservé. Je ne dis pas une Mercedes, mais en tout cas une petite voiture. C'était réservé quand même à une certaine élite, à une certaine bourgeoisie. Et donc, l'arrivée des charters ont été un appel d'air et une démocratisation du voyage absolument sans nom. Mais comme on achetait des vols secs, c'est-à-dire des vols avec rien au bout, pas d'hôtel, aucune réservation, il fallait à ces nouveaux voyageurs des renseignements pratiques pour trouver un hôtel, un restaurant, si possible pas trop cher. Et le guide du routard est arrivé à ce moment-là. Et le mot charter, on ne le sait pas assez, ça vient du français charte, qui est un document autrefois signé entre un passager et un capitaine de navire. Ouais, c'est ça une charte. Exactement. Ouais. Alors ça aussi, tout ça, le nombre de guides que vous avez sortis est impressionnant, mais vous avez tout supervisé en travaillant parfois jour et nuit, Philippe Glohagen. Je suis comme vous, je suis un besogneux. Je trouve que de travailler bien,
c'est un accomplissement, c'est même un bonheur. Et puis, on sait au guide du routard que de trouver de bonnes adresses, de trouver de bons tuyaux, de les diffuser, on crée du bonheur pour les gens. Il y a des gens qui ont rencontré l'âme sœur grâce au guide du routard dans un endroit un peu exceptionnel. Et on connaît notre responsabilité quand on vend plus de 2 millions d'exemplaires par an. On sait qu'il y a des gens qui nous attendent, qui ont économisé toute l'année pour se payer un voyage de rêve. Et il faut que le guide du routard les accompagne bien et jusqu'au bout. Et puis, vous êtes très attentif aux réactions des lecteurs. Il y a beaucoup de courriers et tout vous intéresse parce que ça peut changer beaucoup de choses. Parce que d'abord, je lis. Depuis le début du routard, je lis tout le courrier. Je suis insomniaque, donc à 2 heures du matin, moi, je me réveille tout seul et pendant 1h30, je lis le courrier du routard, ce qui me donne d'ailleurs des idées, il y a des propositions, il y a des suggestions, des nouveaux pays à découvrir, à défricher. Et ce courrier, c'est la température vivante du lectorat. Je n'ai pas besoin d'études de marketing. 25 000 lettres et mails par an sont suffisantes pour avoir une température exacte des demandes de notre lectorat. Et je sais aussi que vous êtes développé grâce à Internet, car vous avez aussi compris qu'il fallait évoluer. Déjà, je crois en 2001, vous avez créé le premier portail de voyage, ce qui n'était pas si courant à l'époque. 96. En 96, j'ai ouvert le routard.com. Alors, encore une fois, c'est pas que je sois brillant, c'est que j'avais l'expérience américaine. J'ai été très souvent en Californie et j'ai vu le début d'Internet. Et donc, connaissant rien, j'ai embauché une jeune centralienne qui, 1 fois par semaine, me donnait un cours d'1h30, 2 heures sur Internet, qui était quelque chose de vraiment très, très mystérieux. Et je me suis fait peu à peu à cette culture, et j'ai ouvert un site. Et en 2002, Arnaud Lagardère fait une déclaration sur Internet et je demande un rendez-vous avec lui et je lui propose la moitié du capital de routard.com s'il me finance une plateforme. Et il l'a fait tout de suite. Et donc, on est devenu assez vite leader. Encore une fois, c'est pas qu'on soit très fort, c'est qu'on était les premiers. Et il y a une autre chose étonnante qu'on sait peu, c'est que vous avez ouvert une école hôtelière à Angkor très particulière, Philippe Glohagen. J'ai eu cette chance, ou en tout cas, j'ai vu le désastre du génocide cambodgien. J'ai été invité par l'ONU à l'ouverture du Cambodge officiel en 92. J'y suis allé avec un ami, Patrick Monis, et on a vu la catastrophe, la honte, parce que déjà, les nazis, c'était quand même pas terrible. Mais alors, eux, les Cambodgiens, ils avaient fait pire, ils avaient copié les nazis pour leur peuple, leur propre peuple. C'était inouï. Ils ont tué le tiers de la population. Et donc, j'ai vu dans les rues des jeunes de 14, 20 ans qui n'avaient plus de parents. Et donc, il n'y a pas de pétrole au Cambodge. Eh bien, c'était prostitution. J'ai rencontré des administrateurs d'un orphelinat des Français qui m'ont demandé d'être administrateur de cet orphelinat. J'ai évidemment accepté. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on devait payer des trithérapies pour des jeunes élèves qui avaient quitté l'orphelinat, qui se prostituaient et donc qui avaient le sida. Et j'ai proposé assez vite au conseil d'administration d'ouvrir une école hôtelière pour les enfants des rues, parce que mener les enfants jusqu'au certificat d'études, c'était très bien, lire et écrire, mais il fallait leur trouver un boulot. Or, le Cambodge étant un des pays les plus merveilleux du monde, avec toutes ses richesses et ses monuments, cette idée a été vite acceptée. Nous, au Guide du Routard, on a cet avantage de connaître tellement de restaurateurs, tellement d'hôteliers,
que on nous a offert, et puis des écoles hôtelières, tous les directeurs d'écoles hôtelières parisiennes, que ce soit Ferrandi ou d'autres écoles célèbres, ont vu d'un bon œil cette ouverture au Cambodge. On m'a offert même un laboratoire de langue qui était un peu désuet, et hop, un cargo, et on a envoyé le laboratoire de langue à Angkor. Résultat, on a pu ouvrir cette école pour 70 personnes, surtout des filles d'ailleurs. 80% de nos étudiants sont des filles. On leur apprend les 3 métiers d'hôtellerie. Le housekeeping, c'est-à-dire l'entretien des chambres, le service, donc serveur, et cooking, la cuisine. Avec un avantage, Jacques, il faut que vous sachiez que si vous faites Polytechnique, c'est très bien pour vous, mais vous devriez vous débrouiller pour trouver un boulot. Nous, on s'engage, si la personne termine son cursus, on s'engage à trouver un boulot. C'est l'école qui vous case. Et on est ravis. Cette école a fêté ses 20 ans il y a quelques années. Et maintenant, on est à 140 élèves. Et on a 97 taux de succès de gens qui trouvent un boulot avec bonheur et satisfaction. En moyenne, un job fait vivre 11 personnes au Cambodge. C'est un de mes grands bonheurs que le Guide du Routard finance ce genre de choses. Et le Guide du Routard est tellement célèbre qu'il vous vaut des débuts au cinéma qu'on va évoquer à travers la date de demain, le 2 avril 2025. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Glohagen. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité est Philippe Glohagen. On a évoqué votre parcours avec la naissance et le développement du Guide du Routard. Et demain, 2 avril 2025, vous faites vos débuts au cinéma dans ce film. Dans cette vie, tu n'auras jamais de vraies vacances et jamais de CDI. Moi, j'ai une idée pour que tu puisses voyager. Tu connais pas Le Routard, un film qui est largement inspiré de votre guide, une comédie réalisée par Philippe Mechelin. D'ailleurs, je crois qu'il a eu l'idée en voyant des guides dans une vitrine pour les 50 ans du Guide du Routard. Totalement. Chez Hachette, mon éditeur, il y a une vitrine gigantesque de 5 mètres de haut où il y a des guides du Routard dans toutes les langues, tous les pays. Et c'est un lecteur et il nous a contactés. Alors d'abord, c'est pas rien, Philippe Mechelin. C'est d'abord l'inventeur des tuches. Oui. 17 millions de téléspectateurs, respect. Oui. Deuxième chose, il avait été appelé par Isabelle Magnac, directrice du livre chez Hachette, pour le scénario du dernier Astérix, qui a été un gros succès. Et ce bonhomme me contacte quelque temps plus tard pour me proposer un scénario sur le Guide du Routard. Je l'invite à déjeuner, je sympathise avec ce bonhomme et ses 2 associés, Ahmed Louati et Julien Hervé. Et dans le scénario, qui est l'histoire d'un jeune recrue du Guide du Routard, qui est un peu tricard au début et qui, par amour, devient extrêmement efficace, extrêmement compétent. C'est une comédie, mais qui est sur un fond très vrai, c'est-à-dire la réalité. Il est resté 2 ans et demi pratiquement dans nos bureaux à enquêter auprès des collaborateurs sur le fonctionnement du guide, la formation. Et il a sorti ce film après 20 scénarios. Il a réécrit 20 fois le scénario. Et ce que vous voyez demain en librairie, c'est le 20e scénario. C'est quelque chose d'assez abouti. Le cadre, c'est le Maroc, Marrakech. Et c'est vous qui lui avez indiqué de tourner à Marrakech, Philippe Glohagen. Oui, parce que c'est une des plus belles ventes du Guide du Routard. Et c'est un pays qui est très dépaysant. 2h30, vous allez quand même dans un endroit, si vous ne connaissez pas, qui est très particulier. Les gens sont habillés d'une façon différente, il y a une façon de vivre qui est différente, alors que 2h30 ailleurs, la Turquie, c'est moins exotique. Et le Maroc, c'était aussi une des premières destinations que l'on a étudiées au Guide du Routard, et très vite,
tout le monde est tombé d'accord. Autre avantage du Maroc, c'est qu'ils ont des studios de cinéma au Maroc. Exactement. Et donc, ils ont fait travailler une équipe de au moins 60 Marocains ultra compétents, avec un matériel absolument fabuleux. Et vous verrez la beauté du Maroc comme jamais ça a été filmé. Mais d'un point de vue technique, il y a des scènes de cascade avec des voitures qui se cognent, parce qu'évidemment, il y a des bons et des méchants dans cette comédie, mais c'est d'un réalisme absolument parfait. Et vous avez des grands films américains qui sont tournés à Ouarzazate, que ce soit Gladiateur, que ce soit des Indiana Jones et bien d'autres. Ce film, donc, qui s'appelle, vous avez raison, Le Routard, explique une réalité. C'est un gamin qui est coursier et qui veut absolument voyager pour le routard, être payé pour voyager et se cultiver. Il n'y a pas mieux comme métier, à part d'être chroniqueur chez Sud Radio. Et le rédacteur en chef, Christian Clavier, a une défection au dernier moment. Tu veux partir au Maroc? Tu pars demain. Et voilà notre héros, Yann Tatin, dans le film, qui va découvrir ce pays alors qu'il n'a jamais voyagé. Il est un peu tricard. Et il y a un côté très rédemption dans ce film, à savoir que, par amour, il rencontre une fille magnifique qui est guide à Marrakech, Manon Azem, et on apprend qu'il y a eu un vol de documents coraniques, chose authentique d'ailleurs, puisque c'est arrivé en 2013, ce vol à Tombouctou, et il y a des méchants qui sont en train de racheter ce manuscrit qui est unique pour le patrimoine marocain. Alors, il est interprété par Hakim Djemili. Ouais. Il y a aussi Michel Blanc, c'est son dernier film, finalement. Dernier film. Michel Blanc, ça va vous surprendre, Jacques, c'est le méchant. Oui. Il est archéologue et il a un rôle de composition extraordinaire, parce qu'on ne s'attend pas du tout à le voir comme ça. Il a 2 gardes du corps. Et dans cette composition, il est extraordinaire d'authenticité. On y croit vraiment qu'il est méchant. Et puis, dans ce film, il y a un certain Philippe Gohagen. Alors, Philippe Gohagen a un petit rôle, c'est mon rôle. C'est Christian Clavier, mon rédacteur en chef, qui me présente Hakim. Et donc, il y a une petite conversation amicale pour l'envoyer en mission. Et je lui évoque la responsabilité qu'il a vis-à-vis de nos lecteurs, vis-à-vis des adresses du guide du routard. Et donc, le voilà parti. C'est un beau film qui est vraiment surprenant d'authenticité. Les gens, comme on ne se présente jamais dans les adresses, les gens ne savent pas qui on est. Il y a l'anonymat qui est obligatoire. Eh bien, dans le film, les restaurateurs, les hôteliers qui veulent savoir comment être cités dans le guide du routard, ils vont comprendre quelques petits trucs. Quels sont les petits gimmicks que nous avons pour repérer les bonnes adresses. Voilà. En même temps, s'il y a eu 20 scénarios, c'est parce que vous avez veillé, Philippe Gohagen, à ce que la philosophie du routard soit très présente dans l'histoire. Oui, c'était la condition sine qua non, c'est-à-dire que c'est une comédie, bien entendu, on rigole, c'est joli, il y a plein de choses amusantes qui arrivent dans le scénario, mais tout ce qui touche le guide du routard est authentique. Et donc, il n'y a pas de bavure, c'est très rigoureux, c'est très exact. Et d'ailleurs, les itinéraires dans le film sur Marrakech traversent, sauf le premier, le Palais Roule, que nous n'avons pas parce que c'est un palais de luxe, mais les autres adresses sont citées dans le guide du routard. Les boutiques où il y a des événements un peu drôles, c'est des adresses que nous avions déjà repérées dans nos guides. Et d'ailleurs, c'est tellement précis que le décor des bureaux du guide du routard ont été reconstitués à Marrakech. Alors, ils ont été reconstitués. Je vais être moins exotique que vous. Ils ont été reconstitués à Stein, oui, en banlieue, tout simplement pour des problèmes d'éclairage, de hauteur de plafond. Et à la fin, il y a un événement incroyable qui se passe. Et là, dans mes bureaux, on ne pouvait pas
on n'avait pas assez d'espace. Mais- Et donc, le bureau a été agrandi 3 fois, mais ils ont pris 4000 livres de chez nous, toute la déco. Il y avait 10 décorateurs qui ont repris toute la substance en augmentant en taille les bureaux. C'est assez extraordinaire. Et il y avait déjà eu un film dont le routard était un héros, c'était Danny Boone dans Le Plan Parfait. Bravo. Plan Parfait, 2012 peut-être. 2012, exactement. Et là, c'est une histoire moins... qui a eu un très gros succès, puisque c'était après les ch'tis. Danny Boone était une vedette considérable, mais le scénario était à peine crédible, puisque c'est une histoire, il y a une thématique selon laquelle quand on se marie pour la première fois, le mariage ne tient jamais. Il faut donc épouser n'importe qui en premier mariage pour épouser en deuxième mariage l'amour de sa vie. C'est vraiment tiré par les cheveux, c'était un peu bidon. Le film a été très bien suivi, amusant, mais il n'y avait pas une grande crédibilité comme Le Routard, que vous verrez peut-être demain. Là, il y a une thématique qui est authentique. Le vol de manuscrits a existé. Tout est crédible, tout est possible, mais il y a une concentration d'événements en 1h30 qui vous arrive jamais, évidemment, et qui est amusante parce que c'est un film qui est rapide, c'est de l'aventure, il y a des courses-poursuites, mais vous voyez les souks comme jamais, vous le verrez. Gemma Elfna, la nuit, avec ses petits restaurants éclairés aux lampes acétylène, il y a une scène démentielle à Gemma Elfna. Je suis très fier de ce film. Merci Philippe Mechelin. Et puis merci aussi d'avoir fait un nouveau guide avec 1000 expériences autour du monde. C'est le dernier routard, parce qu'à chaque fois vous évoluez. Ce livre-là, ce recueil, c'est encore quelque chose de très différent. Très différent parce que on présente plein de pays, mais pas sous l'aspect culturel, sous l'aspect activité. C'est-à-dire, vous allez faire de la randonnée kayak en Croatie, ou vous allez faire de la plongée à tel endroit, découvrir des cascades en Norvège, un tas d'endroits sur le côté un peu sportif, de façon un peu familiale, où on peut quand même se balader et faire ses activités avec des enfants. Il vient de sortir et je crois qu'on va le réimprimer d'ici quelques jours. Vous pensiez il y a 52 ans, quand vous avez commencé, que vous en seriez là, Philippe Glohagen? Absolument pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on doit chercher pendant 1 an et demi 18 éditeurs qui vous disent merde, ça calme et ça rend très simple. Et l'avenir? L'avenir, je sais pas, tant que je suis en bonne santé, je continue. C'est quand même formidable d'être payé pour voyager, pour découvrir. On rencontre cette histoire de film est inouïe. Hier, j'ai vu la direction de Canal+, qui est producteur du film. C'est très impressionnant. D'abord parce que c'est des sommes beaucoup plus importantes que dans le livre. C'est un nouveau métier, c'est un nouveau concept, mais c'est toujours le même bonheur. Et puis, on dit que les voyages forment la jeunesse. Les voyages permettent de la conserver. Oui, peut-être. Peut-être. Il faut essayer d'y croire, en tout cas. En tout cas, il y a donc une double activité. Ce sont vos débuts au cinéma, si j'ose dire, avec Christian Clavier, Michel Blanc et beaucoup d'autres, dans Le Routard qui sort demain sur les écrans. Et ce guide du routard, 1000 expériences autour du monde, qui est un gros guide d'ailleurs, qui est tout à fait différent, mais qui ne vous empêche pas de continuer les autres. Bien entendu. Jacques, un grand merci pour votre invitation, et je suis stupéfait par votre culture. Enfin, moi, je suis stupéfait par tout ce que vous réussissez à faire avec le sourire et dans le calme. Continuez ainsi, ne changez surtout rien. Merci Jacques. Merci Philippe Glohagen. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.